Her Excellency Miriam Spiteri de Bono, President of the Republic of Malta. Son Excellence Miriam Spiteri de Bono, Présidente de la République de Malte. Good evening. Bonsoir. Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, Mesdames et Messieurs les juges, Excellences, chers invités, il y a 75 ans, l'Europe a fait une promesse forgée dans le souvenir encore vif de la guerre, de la tyrannie et des vies brisées. Il s'agissait d'un engagement né de l'urgence. Remplacer la loi du pouvoir par la loi des valeurs, avec la liberté, la justice et la dignité humaine comme fondement d'une paix durable. Adoptée en 1950, au lendemain des heures les plus sombres de l'humanité, la Convention européenne des droits de l'homme est depuis devenue la pierre angulaire de la protection des droits de l'homme, de la stabilité démocratique et de l'état de droit sur notre continent. Depuis 75 ans, la Convention sert de boussole juridique et morale à l'Europe, ancrant la démocratie, protégeant les droits, façonnant une identité partagée fondée sur la justice, la redevabilité et le respect mutuel, le pilier de notre conscience collective. L'autorité durable de la Convention découle d'un concept omniprésent. Le simple fait d'être humain donne à chaque personne le droit à des espaces de liberté que l'État doit non seulement respecter, mais aussi protéger et défendre efficacement. Ces espaces sont les droits qui définissent notre humanité et sous-tendent nos démocraties. Le droit à la vie, à la liberté, à la vie privée et familiale, à un procès équitable, à la liberté d'expression, à la liberté de penser, à la liberté de réunion. Des droits civils et politiques, autant de conditions essentielles, ils sous-tendent les normes démocratiques. Aucun gouvernement, aussi puissant soit-il, n'est plus fort que la population, qui a exercé son droit souverain en l'élisant. Face aux droits démocratiques de ses citoyens, tels que définis dans la Convention européenne, le gouvernement est un serviteur et non un suzerain. À bien des égards, la Convention a donné corps et force aux promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée 2 ans plus tôt, en 1948. Si la Déclaration universelle des droits de l'homme présentait ces droits comme des normes morales, la Convention européenne leur a fourni des remparts juridiques. Elle a créé un système révolutionnaire dans lequel, pour la première fois, les individus pouvaient se présenter devant un tribunal international et demander justice contre leur propre État. Elle a donc marqué un tournant dans la recherche d'un nouvel ordre moral et juridique, dans lequel la dignité humaine se cristallise en un droit qui est vécu, protégé et opposable. La Convention n'est pas figée dans le temps. C'est un instrument qui est maintenu en permanence vivant grâce à l'interprétation évolutive de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'adapte aux développements scientifiques et sociaux et à la compréhension toujours plus approfondie de ce qu'exige la dignité humaine. Cette interprétation vivante a permis à la Convention de rester véritablement ancrée, tout en s'adaptant, ancrée dans ses principes fondateurs, mais contemporaine dans son application. Ainsi, au fil des décennies, la Cour européenne des droits de l'homme a maintenu la Convention vivante et dynamique, repoussant les menaces qui érodent ou pourraient potentiellement éroder les droits des personnes. La Cour a clairement indiqué que la protection des droits de l'homme implique de faire face aux réalités qui les façonnent. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont trouvé écho dans des juridictions du monde entier, étendant l'influence de la Convention et de la Cour bien au-delà
de l'Europe. Voilà une preuve vivante que la lutte pour les droits de l'homme est une quête universelle qui transcende les frontières géographiques. L'interprétation par la Cour des obligations des États en vertu de la Convention a été une puissante source d'espoir, un refuge pour les plus vulnérables, s'opposant fermement à la violence, aux abus, à l'exploitation et affirmant les droits de ceux qui ont le besoin de protection. Alors que nous commémorons le 75e anniversaire de la Convention, je ne peux m'empêcher de réfléchir au parcours emprunté par Malte. Un parcours qui a été étroitement lié à la promesse durable de cet instrument remarquable. Dès le début, la Convention a été bien plus qu'un simple cadre juridique pour mon pays. Elle a été un phare qui a guidé nos réformes, renforcé notre système judiciaire, ancré fermement notre démocratie dans un pacte européen commun en faveur de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Pour Malte, les arrêts de la Cour sont plus que de simples orientations. Ils sont des critères de référence pour un changement transformateur. Permettez-moi de citer un exemple. L'affaire Johan Cassar contre Malte concernait une femme transgenre à qui la loi maltaise refusait le droit de se marier. Cette affaire historique a non seulement donné lieu à des réformes légales essentielles pour la protection des personnes LGBTQI+, mais elle a également nous a incité à mener une réflexion approfondie sur l'égalité et le respect de tous les citoyens et citoyennes. Mais Malte ne s'est pas contenté de se conformer à la décision. Cette affaire a en effet donné l'élan nécessaire pour aller bien plus loin dans nos réformes. Nous avons écouté les expériences vécues sur le terrain. En conséquence, nous avons comblé des lacunes dans les lois sociales qui donnaient lieu à des inégalités de traitement et allaient à l'encontre de l'inclusivité. Aujourd'hui, Malte est fière d'être reconnue comme un exemple de premier plan en Europe en matière de protection des droits des personnes LGBTQI+. C'est un titre que nous détenons depuis 10 années consécutives. Grâce à des réformes constitutionnelles, à des progrès dans le domaine des soins de santé, à des initiatives éducatives et à un renforcement des protections juridiques, nous avons réaffirmé notre engagement à garantir que le droit de chaque individu à vivre authentiquement soit respecté et défendu. D'autres arrêts ont également joué un rôle essentiel dans la promotion des droits humains à Malte. Les délibérations de la Cour sur l'accès à la justice et les garanties d'un procès équitable ont donné lieu à d'importantes réformes concernant l'aide juridique et la représentation devant les juridictions, ainsi que l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire. À travers une série d'arrêts sur le droit de jouir de ses biens, la Cour a indiqué les législations et les mesures qui devraient être révisées, ce qui a donné lieu à des réformes législatives significatives. Ces arrêts n'ont pas été faciles à mettre en œuvre. Tout en défendant les droits des propriétaires, les arrêts ont ouvert un large fossé, car ils ont eu un impact sur des questions sociales sensibles, le logement, qui était jusqu'alors soumis à des lois régissant le contrôle des loyers et la réquisition à des fins de logement. Une approche concertée était nécessaire afin d'atténuer les effets délétères sur une partie importante de la population. Dans de telles circonstances, outre la nouvelle législation visant à protéger les droits des propriétaires, y compris les dispositions relatives à une indemnisation adéquate, le gouvernement maltais a introduit de nouvelles aides au logement social afin de soutenir les locataires vulnérables. Sans ce soutien, les réformes juridiques et l'indemnisation des propriétaires auraient à elles seules déstabilisé la société maltaise dans son ensemble. Ces évolutions reflètent l'engagement soutenu de Malte envers le système de la Convention.
Lorsque les États donnent pleinement et fidèlement effet aux arrêts de la Cour, avec un engagement sincère, le résultat n'est pas seulement la mise en conformité avec leurs obligations conventionnelles, mais aussi des progrès concrets dans la protection des droits individuels fondamentaux au niveau national. Dans ce cas, Malte a également mis en œuvre des mesures visant à protéger les droits économiques, sociaux et culturels de ses citoyens, tels qu'énoncés dans la Charte sociale européenne. Excellence. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont provoqué des changements systémiques dans toute l'Europe, des changements structurels, remettant en question des lois et des pratiques obsolètes, corrigeant des injustices structurelles et orientant d'importantes réformes dans tous les États membres. La Cour a joué un rôle novateur dans la lutte contre les violations structurelles. Toutefois, pour fonctionner efficacement, la Cour a besoin d'un interlocuteur, d'un partenaire. Elle fonctionne en complémentarité essentielle avec le comité des ministres qui surveille l'exécution de ces arrêts au niveau national, garantissant ainsi que ces arrêts ne restent pas de simples mots. C'est ce partenariat fondé sur la confiance et guidé par les valeurs communes qui est au cœur de l'autorité et de l'efficacité du système conventionnel. Ce partenariat doit être chéri et préservé si nous voulons préserver la confiance qui est au cœur du système de la Convention. Nous ne pouvons pas mettre en péril la synergie qui existe entre la Cour et la Convention. C'est là que se trouve notre force, notre bouée de sauvetage. Et toute action qui la met en péril ou la menace ne fera qu'éroder les valeurs et les droits auxquels nos peuples s'attendent désormais. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, la démocratie tremble sous une pression sans précédent. L'état de droit ne peut être considéré comme acquis. Il est fragile. Il doit être protégé, préservé de façon permanente. L'ombre de l'autoritarisme s'allonge. Les turbulences dans les affaires internationales mettent en péril les principes mêmes que la Convention a été créée pour défendre. La désinformation se répand comme une traînée de poudre, érodant la confiance, divisant les sociétés. La vérité en tant que concept, en tant qu'analyse d'objectivité, perd son pouvoir d'attraction. La période aujourd'hui exige de l'honnêteté, un courage audacieux, exige une volonté d'affronter des vérités dérangeantes afin de reconnaître nos propres angles morts. C'est que comme ça que nous pouvons être véritablement déterminés à défendre des principes dont la force dépend uniquement de notre volonté de les faire respecter. Nous ne pouvons pas perdre de vue les situations qui existent partout dans le monde. Les uns et les autres ne fuient pas seulement l'absence de liberté civile et politique. Les peuples fuient le manque de droits économiques, sociaux et culturels. Ces situations ont donné lieu à des préoccupations en matière de sécurité dans les pays d'accueil. Il est un fait qu'aucune nation ne peut résoudre seule les problèmes liés à la migration. Lorsque les situations s'avèrent difficiles à vivre, la solution n'est pas de risquer de détruire les progrès durement acquis par des générations en attaquant, en sapant ou en rejetant les institutions et les principes mêmes qui ont préservé nos libertés. Il n'existe qu'une seule solution. Nous devons nous réunir afin de trouver cet équilibre subtil où les préoccupations humanitaires et sécuritaires sont prises en compte à leur juste valeur. Si nous ne parvenons pas à ménager cet équilibre, nous menaçons l'existence même des protections qui définissent la société telle que l'ont envisagée les pères fondateurs. Affaiblir ces garanties pour des raisons de commodité ou d'opportunisme politique est une voie périlleuse. Ce sont les fondements sur lesquels reposent la paix et la liberté.
Elles doivent par conséquent être farouchement défendues et préservées. Il faut aussi renouveler la volonté politique. C'est essentiel pour garantir que la justice rendue à Strasbourg soit appliquée et réalisée dans nos pays respectifs. Si nous voulons relever les défis de l'époque et ceux qui ne se sont pas encore manifestés, nos ambitions pour le système de la Convention doivent continuer à s'étendre. Cela signifie veiller à ce que l'accès à la Cour reste réel et accessible et que la Convention reste un instrument vivant. Pour y parvenir, la Convention doit rester à la portée de ceux qu'elle est censée protéger. La sauvegarde de l'indépendance de la magistrature, le renforcement de la confiance du public dans la Cour, l'amélioration de la visibilité des opérations de la Cour sont autant d'éléments essentiels pour préserver sa pertinence et son autorité. Depuis 75 ans, la Convention européenne des droits de l'homme a contribué à façonner un continent où le droit remplace la violence, où les droits l'emportent sur la terreur et où la dignité d'un individu signifie la dignité de tous. Il est de notre responsabilité partagée, de notre devoir de veiller à ce qu'il en reste ainsi. Je vous remercie tous et toutes.